Guadeloupe, actualité. Bienvenue sur ETV, vous regardez l'émission Face à la presse. Nous recevons aujourd'hui le député Olivier Servat pour nous accompagner dans cette interview. Nous avons sur ce plateau André-Jean Vidal, rédacteur en chef du quotidien d'information Caribe Info et du magazine L'Hebdo Anti-Guyane. André-Jean, bonjour. Bonjour Jean-Yves, bonjour monsieur le député. Bonjour monsieur Vidal, bonjour monsieur Frixon, ravi de vous voir aujourd'hui. Bienvenue dans les studios d'ETV ici à Jarry. Alors première question, vous qui siégez à l'Assemblée nationale, dites-nous, est-ce que la France se prépare à la guerre ? Bon, pour préparer la paix, on dit qu'il faut toujours envisager la guerre, n'est-ce pas ? La France aujourd'hui est l'une des rares puissances à avoir la dissuasion atomique. La guerre, ce sont des malheurs. Dieu merci, on touche du bois sur notre sol français, ça fait... Mais dans les coulisses, vous avez bien une tendance, quand même, vous en discutez avec les autres députés. Vous voyez à peu près où le gouvernement nous emmène d'ici les 5-10 prochaines années ? Bon, je n'ai pas d'informations sur le risque de guerre sur notre territoire français. Bon, bien évidemment, il y a des menaces. Hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent à l'Occident, en particulier à la France et à son mode de vie, je dirais. Donc on doit être vigilant parce qu'il y a une loi de programmation militaire l'année dernière qui est passée, qui a renforcé les moyens de dissuasion. Moi, je crois qu'on doit toujours parer à toute éventualité. Le monde est incertain, il est risqué, il est multipolaire. Vous avez aujourd'hui deux mastodontes, hein, très clairement. Vous avez d'un côté les États-Unis, de l'autre côté la Chine. Et puis nous, l'Europe, je ne parle même pas de la France, nous sommes un petit peu en seconde division, il faut en être bien conscient. Et vous avez deux monstres qui arrivent, incroyables, l'Inde. Aujourd'hui, savez-vous que l'Inde est depuis quelques mois le pays le plus peuplé au monde. Il va devenir en 2025 la troisième puissance au monde. Et puis vous avez l'Afrique, avec une démographie incroyable, un dynamisme incroyable, une croissance à 2 chiffres. Et toutes ces personnes-là n'entendent pas se laisser compter par le vieux monde occidental, n'est-ce pas ? Donc, dont nous faisons partie très clairement aujourd'hui. Donc, on doit se préparer à toute éventualité en respectant l'autre, en ne le brimant pas, en ne le méprisant pas, comme j'ai pu le voir faire de la diplomatie française en Afrique. C'est tout à fait regrettable. Et en essayant aussi de défendre ses concitoyens. Il y a une loi de programmation militaire, il y a un réarmement qui est en cours. Puisqu'on s'est aperçu qu'une fois qu'on a donné la moitié de notre matériel à l'Ukraine pour qu'elle se défende, il n'y a plus rien. Et oui, et qu'en plus, figurez-vous que ce matériel était plus ou moins obsolète. En plus. Alors, on a fait beaucoup de bruit avec l'Ukraine. Tenez-vous bien, la France est le 11e pays à donner à l'Ukraine. Loin derrière beaucoup d'autres. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, bon, l'Ukraine est une chose, n'est-ce pas ? L'Ukraine a bon dos. L'Ukraine a bon dos, effectivement. Et on ne voit pas bien l'issue de ce conflit avec une Russie déterminée. Elle aussi, la Russie joue en deuxième division, comme l'Europe, comme l'Afrique, comme la Chine, mais elle veut aussi prendre ses marques. Donc, il n'est jamais mauvais d'être dissuasif et de pouvoir dire à tout ennemi, souvenez-vous de la bombe atomique des États-Unis en 1945, puis de la bombe H, dont dispose aujourd'hui pas mal de territoires, pour tenir à bonne distance les belligérants. Mais enfin, il faut garder les deux yeux ouverts. L'Inde a la bombe, mais il n'y a pas que l'Inde à avoir la bombe. Et oui. Parmi ces pays, il y a de l'Afrique aussi. Oui. Il y a l'Afrique du Sud a la bombe. Absolument. Le Pakistan se débat, la Corée du Nord se débat. Enfin, il y a un certain nombre de pays incertains qui ont des moyens certains pour détruire le monde. Vous savez, tout à fait. Je me souviendrai toujours d'une citation intéressante où les États-Unis disaient à la France, vous savez, vous ne comptez pas, puisque nous avons 50 fois la puissance pour détruire le monde. Et le général de Gaulle a dit, oui, c'est très bien, moi je ne l'ai qu'une fois et ça suffit. Ça suffira, tout à fait. Donc attention, oui, prudence, et surtout tempérance. Pas besoin d'exciter les pays qui ont besoin aussi d'avoir d'autres chapitres. Chacun doit être respecté pour que le monde aille mieux, je l'espère. Mais Poutine a dit qu'il ne s'attaquera pas à la Pologne. C'est quand même vous savez, Poutine, une sacrée annonce. Sacrée annonce, c'est très rassurant, mais Poutine en même temps, quand Prigojine a été explosé en plein vol, il y a cette interview de Poutine, vous l'avez vu, il dit « Oh, je regrette que ce soit passé, toute la lumière sera faite sur cet événement, mais enfin, Prigojine a fait de graves erreurs et il s'arrête là. Depuis, il n'y a rien à avancer sur l'enquête, Prigojine est mort et il faut se méfier de ce type de personnage. Je serais roumain, je serais inquiet. Oui, mais... Parce qu'en plus, là-bas, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a du pétrole. Effectivement. Et
vous savez bien, la psychologie d'un tsar en fin de parcours, a priori, après moi le déluge. Et il rêve de cette grande Russie qu'il a connue au moment de l'URSS, traumatisée. Cela dit, il a marqué des points sur l'Afrique. On voit la France est diminuée sur le continent africain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est une belle opération de com d'ailleurs. C'est à la fois de la com et c'est à la fois du fond. Moi je trouve Emmanuel Macron très mauvais. C'est lui qui est responsable de la diplomatie française. Et quand on vient dans des pays africains en traitant un chef d'État comme un réparateur de clim 1, en disant à l'autre pays, mais vous faites trop d'infos, il faudra en faire moins 2, quand on s'affiche à boire des bières avec des personnes incertaines et qu'on ne fait pas le job et on ne fait pas respecter les intérêts de la France, je crois que là il a échoué. Et donc il faudrait réarmer aussi, il n'en a pas parlé de ce réarmement, diplomatiquement la France. Et quand on voit le ministre des Affaires étrangères, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne personne au bon endroit. Vous pensez que la Guadeloupe, vu les racines qu'il y a avec l'Afrique, est-ce que la Guadeloupe peut rentrer dans le jeu justement pour tempérer ou renouer le dialogue? Bon, ce serait donner bien de pouvoir à notre petit archipel, mais enfin, effectivement, nous sommes aux mêmes latitudes, l'Atlantique nous séparant du continent africain, le Sénégal, Gorée nous regarde, les autres aussi, la Côte d'Ivoire, félicitations pour la Coupe d'Afrique des Nations à ce beau pays, taux de croissance à 2 chiffres. Je crois que chacun, à son niveau, doit pouvoir permettre à l'autre de s'exprimer et de progresser ensemble. Aujourd'hui, nous n'avons pas droit au chapitre en tant que département français sur la diplomatie, que ce soit caribéenne, qu'elle soit encore plus extra-caribéenne, mais enfin, par le sport et par la culture, commence la diplomatie. Toujours, ça a toujours été par là. Et nous ne sommes pas mauvais ni dans l'un ni dans l'autre. Oui, par contre, notre voix ne s'entend pas tellement. Est-ce que ce gouvernement Attal, est-ce que M. Attal, Gabriel Attal, est-ce que Madame, comment s'appelle-t-elle déjà, Guévenoux, une inconnue, hein, enfin on y reviendra plus tard, il vous plaise? M. Attal, d'abord. Bon, je suis dans l'opposition. Oui, enfin bon, on peut toujours penser que quelqu'un est estimable parce qu'il a de bonnes idées, parce qu'il a un bon discours. Construction. Même un opposant. Oui, opposition, construction. Si je regarde objectivement les choses, le gouvernement Attal, 0 ultramarin. Ça veut donc dire, messieurs, et je prends la population à témoin, qu'il n'y aurait aucun ultramarin sur les 11 territoires compétents, pas forcément pour les Outre-mer, mais pour traiter des problématiques de la France. Premier mépris. Deuxième mépris, Marie Guévenoux, que je connais bien puisque nous étions en marche ensemble à la présente législature. Moi, je pense que c'est une femme de parti qui n'a jamais travaillé en dehors de la sphère politique et qu'elle a une méconnaissance totale des Outre-mer. Vous avez raison, je partage votre avis. Parfait. Je rajouterai qu'elle est tout à fait affable, souriante, gentille, et que j'espère qu'elle va apprendre. Mais enfin, effectivement, deuxième mépris. Donc les Outre-mer, compliqués. On va en parler, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Guyane. Et nous, on confie ce ministère délégué à une personne qui ne s'y est jamais vraiment intéressée. J'étais président de la délégation d'Outre-mer pendant 5 ans. Je ne l'ai jamais vu une fois, la délégation d'Outre-mer. Je suis toujours dans la délégation, je n'ai pas vu intervenir. Bon, voilà, elle n'y connaît à peu près rien. Elle a été nommée parce que peut-être que c'est une professionnelle de la politique et qu'en communication, elle doit bien se débrouiller. Voilà un master de communication. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ça? Eh bien moi, il ne se cache rien justement. Il s'affiche du mépris, du désintérêt pour les Outre-mer. Je vais vous donner mon hypothèse, la vraie, sur pourquoi ce gouvernement et plus généralement Emmanuel Macron se désintéresse des Outre-mer. Politiquement, ce ne sont pas des manchots ces gens-là. Il a été réélu, c'est le premier de la Ve République à être réélu sur un quinquennat. Donc, ce n'est pas un manchot. Les Outre-mer, c'est 3,5% des voix. Quand vous rajoutez le 6e dôme, l'Île-de-France, 5% des voix. Sauf que Martiniquais et Guadeloupéens ne s'entendent pas. Dans les Guadeloupéens, vous avez différentes entités qui ne s'entendent pas. Entre Réunion et Mayotte, bref, ils arrivent à diviser facilement les gens en se disant, écoutez, on va diviser celui-là et celui-là, on va disperser les voix, on va anonymiser l'impact politique des Outre-mer, donc on n'en a rien à faire, donc on donne ça à nos copains et nos copines pour les récompenser. Voilà mon analyse politique du traitement des Outre-mer. Et surtout, pas de vague ma vieille. Dès que tu as un coup de feu quelque part à Mayotte, va éteindre, va annoncer des mesures qui ne vont pas s'appliquer avant des mois. Quand tu viens en Guadeloupe, etc. Voilà. Donc pas de vague ma vieille.
vieille, et je crois que c'est ça la vraie stratégie d'Emmanuel Macron et de son gouvernement pour les Outre-mer. Des intérêts, parce que ça ne compte pas politiquement, pas de vague ma vieille. Pas de vague. Alors, vous nous parliez tout à l'heure de O'Neill. Oui, je ne pensais pour O'Neill. O'Neill, c'est l'un des grands frères qui est le dernier détenu depuis les événements liés d'ailleurs au refus de vaccination d'une majeure partie de la population guadeloupéenne en novembre-décembre 2021. Nous avons j'ai rencontré ces hommes et ces femmes, et j'ai eu, je crois, être le seul à l'avoir fait en janvier 2022, à écrire un communiqué en disant les grands frères ne nous ont jamais menacé nos politiques, après ils n'ont jamais menacé des économistes ou bien le monde économique, et ils ont tenté de travailler autour d'une table à des solutions. Donc je trouve dur, j'ai une pensée, je discute souvent avec la sœur d'O'Neill, Jessica et d'autres qui souffrent aujourd'hui. Alors bien évidemment, je suis député, donc il y a une séparation stricte entre pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, mais je constate quand même qu'un homme avec qui j'ai échangé, comme j'échange avec vous aujourd'hui, qui tentait de trouver des solutions, comme les autres qui sont sortis, est toujours en prison, ça fait mal. Alors, je fais un appel à tous ceux qui peuvent agir pour pouvoir trouver des solutions à cela. En fait, comment vous interprétez, avec le recul qu'on a aujourd'hui, sur cette affaire, ça date de 2021. Fin 2021. Oui. C'est quoi votre analyse? C'est difficile à mener. Moi, je fais confiance à la justice de mon pays quand même. Je suis parlementaire, je vote des lois, j'espère qu'elles seront appliquées. Je ne peux pas me prononcer sur une affaire de justice, mais je suis un être humain quand même. Quand je vous regarde, je vois des êtres humains en face. Donc, pourquoi tous les autres sont sortis, sauf lui? Bon, c'est une question que je pose. Après, est-ce que, je ne sais pas, d'autres sont libérés et sortis en dehors de la Guadeloupe, si c'est pour ne pas gêner l'instruction, que sais-je encore? Donc je pose la question, tout en rappelant qu'il y a une indépendance stricte de la justice et que je suis parlementaire. Mais quand même, ça reste une souffrance parce que c'est un être humain, parce que c'est un homme qu'on a côtoyé, parce qu'en plus c'est quelqu'un de ma circonscription. André Jean. Quand on regarde les événements donc, de cette fin d'année, la réponse qu'ont trouvée les hommes politiques guadeloupéens, un peu les Martiniquais, c'est d'aller à Paris et de demander, à l'époque c'était Sébastien Lecornu, le cynique Sébastien Lecornu, qui ils ont demandé la domiciliation locale de certaines compétences. Après, bon, il leur a parlé d'autonomie. Après, on a fait le congrès, on a parlé d'autonomie. Dans les attendus du congrès, les décisions, il y avait le drapeau et l'hymne. Et puis il n'y a plus rien tout d'un coup. Quand on parle, bon, c'est pas un secret, hein, quand on dit à Richalus, c'est bientôt à vous de faire aussi le congrès, puisque c'est vous qui présidez. Il dit non, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Voilà, alors tout ceci mérite un regard. Vous n'êtes pas conseiller régional, pas conseiller départemental, vous êtes élu de la nation, vous avez regardé tout ça avec un regard, je pense, éclairé. Oui. Tout d'abord, vous avez fait référence à des gens venus d'ailleurs, Sébastien Lecornu, qui, seule réponse en novembre 2021 en disant prenez l'autonomie. Mépris total, en sachant que c'est pas encore stabilisé ici et que ça va opposer, que ça va amuser la galerie. Donc et surtout, ça va tout d'un coup traumatiser des gens qui, en fin de compte, ne demandaient pas ça tout de suite. Exactement. Et j'ai eu à le dire au moment où il a dit. On n'a pas demandé son avis, on n'en a pas besoin, on décidera ensemble à notre rythme. Mais de toute façon, maintenant, c'est ce que disent les textes, hein. C'est ici que ça doit se passer. Exactement. Et après, consultation du peuple. Absolument. Bon, maintenant, vous faites référence à nos deux présidents, Losbar, Chalus, Losbar. Je rappelle que le deuxième semestre 2023, c'était le président Chalus qui était président du Congrès. Il ne s'est rien passé. Non. Le premier semestre, c'était le président Losbar. Il s'est passé beaucoup de choses. Et là, c'est de nouveau Losbar. Et il se passe beaucoup de choses. Hein. Absolument. Ah oui, c'est-à-dire il y a des ateliers qui se il y a des ateliers, oui, absolument. Et moi, il y a un travail qui est fait. Je vais vous dire mon avis sur ça, si vous me donnez une minute. Allez-y. J'ai discuté avec le président actuel de la Polynésie, Moïtai Brotherson, qui était député. Oui, tout à fait. Et je lui ai dit, mais Moïtai, comment tu fais pour avoir 3 députés sur 3 indépendantistes? Et comment faites-vous là, parce qu'il a été élu président, indépendantiste?
Il m'a dit, tu sais Olivier, je ne suis pas un indépendantiste dogmatique, je suis un indépendantiste pragmatique. Et moi ce que je souhaite, c'est qu'on puisse objectiver les échanges entre la Polynésie et la France. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il a diligenté un cabinet extérieur pour dire qu'est-ce que la Polynésie rapporte à la France et qu'est-ce que la France rapporte à la Polynésie. Et il m'a dit, tu sais pas le résultat, c'était kiff-kiff. Et vous savez ce que j'ai fait? Eh bien, lors de nos échanges là, on se réunit, président de département, commission ad hoc, parlementaire, président de l'association des maires et puis des experts. J'ai demandé à animer un atelier sur la mesure des engagements réciproques entre la France La réciprocité. et la Guadeloupe. Bien sûr. Qu'est-ce que la France rapporte à la Guadeloupe? Qu'est-ce que la Guadeloupe rapporte à la France? C'est en cours, ça a été accepté. Je suis content de pouvoir. C'est important. C'est très important, vous savez pourquoi? On va pouvoir objectiver les choses, savoir mais qu'est-ce qu'on nous rapporte et qu'est-ce que la France rapporte. Et là, on va pouvoir discuter avec la population, droit dans les yeux, en lui disant bon, ok, vous savez, la France aujourd'hui nous rapporte tant, nous on lui rapporte tant. Maintenant, pour qu'on puisse développer plus notre activité, on doit peut-être plus développer, avoir des marges de manœuvre, je pense fiscales, pour taxer des bateaux de plus de 1000 passagers qui, pour moi, ne rapportent rien. Ce sont des touristes sac à dos qui prennent leur sandwich dans le bateau et qui ne consomment rien. Par exemple, il nous faudrait la manœuvre fiscale. Il ne faudrait peut-être empêcher les produits agricoles du Costa Rica de rentrer chez nous alors qu'ils ont des pesticides. 8 fois. 8 fois plus. 8 fois plus. 8 fois plus de pesticides. C'est scandaleux, c'est pas testé. Et la République dominicaine, pareil. C'est le même système. Pareil. Donc, vous savez ce que j'ai dit à mes collègues, ils l'ont accepté d'ailleurs. Donc, je parle de moi et de mes collègues. Donc, nous allons mesurer ce que la France rapporte à la Guadeloupe, c'est que la Guadeloupe à la France. À partir de là, je serai plus fort pour aller discuter avec l'État français vers une loi organique où on lui dit, ben voilà, nous maintenant on a des marges de manœuvre dans tel domaine, bon vous allez continuer à payer l'éducation, vous allez continuer à payer la sécurité et la défense parce que bon ça nous coûtera trop cher, mais par contre nous la fiscalité par exemple, le réchauffement climatique, aussi pourquoi pas les énergies renouvelables, c'est nous. Absolument. Donc en clair, pour répondre à votre question, je suis très loin de ceux et celles qui s'intéresseraient à avoir absolument une assemblée unique, une collectivité unique. Pourquoi faire? Pour qui d'ailleurs? Ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est que la Guadeloupe puisse progresser dans son environnement régional et on doit objectiver des choses comme la Polynésie l'a fait. Elle nous montre l'exemple, eh bien, c'est ce que je veux faire. Donc, il n'y a pas d'urgence, on se calme, d'accord? Chacun a d'énormes Vous avez déjà un difficultés. planning mis en place? Pas du tout, parce que là, la consultation est en cours pour trouver le cabinet indépendant qui va pouvoir mesurer ça, parce que c'est du gros boulot, hein, ça demande beaucoup de temps. Et donc, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des compétences de la région. Par exemple, la région est responsable de la continuité territoriale inter-île, avec Marie-Galante. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai vu qu'elle a commencé à bouger récemment. C'est trop lent. Nous avons un certain nombre de difficultés. Il y a une autorité de transport qui a été validée en CTAP, Conférence territoriale de l'action publique, qui peut attribuer des compétences à la région. Par exemple, on peut dire que le département sera responsable de toutes les écoles primaires, collèges, lycées. On peut le dire, ça, on peut répartir des compétences. On a déjà le pouvoir de le faire. Alors avant de s'exciter et à nous faire réfléchir dans le vent et dans le vide, commençons à objectiver les choses, commençons à traiter bien les compétences dont nous disposons aujourd'hui et qui sont mal faites. Et qui sont nombreuses. Voilà, on pourrait les égrener sur l'eau, par exemple. Nous voici de retour, vous regardez ETV, vous êtes dans l'émission Face à la presse. Aujourd'hui, nous recevons le député Olivier Servat, accompagné de André-Jean Vidal du Caribe Info et de l'Hebdo Anti-Guyane. André-Jean, je vous laisse poser la prochaine question dans cette deuxième partie d'émission. Olivier Servat, ministre des Outre-mer, ça aurait été bien. Pas ministre délégué, je ne pense pas que vous auriez accepté. Hein. Ministre de plein exercice. Vous savez, à chaque fois qu'il y aura un remaniement ministériel... on dit votre nom, oui. automatiquement. Et je plaide non coupable. Je n'ai jamais dit à qui que ce soit. Ça va tomber à un moment donné. Quand? Bon. C'est peut-être la compétence qui prime. Malheureusement, après, il y a les jeux de parti. Désolé, monsieur Servat. Je dois dire que je n'ai pas été tendre avec la République En Marche. Et je leur dis leurs 4 vérités quand c'est nécessaire, et c'est nécessaire souvent. Parfois, on a besoin de ça. Vous savez ce que je pense vraiment? Dites-nous. Et je suis en train de travailler dessus. Utile. Ultramarin, territoire, indépendant, liberté, écologie, solidarité. C'est un parti politique national que nous avons créé à partir de certains députés du groupe Lyot. Et aujourd'hui, j'en suis le secrétaire général, c'est-à-dire le numéro 2, je suis le président de l'association de financement. Nous voulons
à aller aux élections européennes. Ce matin, j'y ai travaillé avec d'autres forces. Nous voulons créer une force centrale dans le pays, allant du centre-gauche au centre-droit, en passant par les ultramarins, la diversité, les territoires et la ruralité. Nous y croyons, vous savez pourquoi? Parce que le centre politique français est totalement détruit. Le parti politique PS est HS, les Républicains sont HS, Macron s'est droitisé. Et on ne parle que d'extrême aujourd'hui, extrême droite, extrême gauche, sans parler du centre politique. Donc c'est ça qui m'excite aujourd'hui, figurez-vous messieurs, construire un centre politique français. Et je vous l'annonce, courant mars, nous allons annoncer une liste aux européennes parce que nous devons peser dans le débat politique français. Je vous parlais tout à l'heure de la division des ultramarins. Figurez-vous qu'aux élections européennes et aux élections présidentielles, Mélenchon n'est pas au deuxième tour pour 400 000 voix, 1,5% des voix. Donc même avec 3%, on peut peser énormément dans le débat politique national. C'est ce qui m'occupe aujourd'hui et je crois qu'on peut y arriver. J'y travaille avec d'autres et je crois qu'à un moment donné, on va faire entendre raison à ce pays et surtout à ces dirigeants qui sont aujourd'hui dans l'extrême droite, l'extrême gauche et peser dans le débat politique au niveau élection présidentielle. Et à ce moment-là, quand nous aurons gagné, monsieur André Jean Vidal, je répondrai à votre question sur ministre ou pas, etc. Mais ce sera notre travail, pas à attendre sur des gens qui ne nous respectent pas pour avoir des miettes et des nominations qui ne sont que symboliques. À Lyon, il y a aussi la... Bon, vous savez que j'ai un peu d'humour. L'Alsace-Lorraine, le Massif central, l'Outre-mer et la Corse. Oui. J'apprécie, moi, la Corse. Et la Corse sera donc dans votre... La Corse étant utile aussi. Oui. Absolument. Oui. Vous n'aimez pas la Corse? Je suis corse. Ah bon, ben voilà. Non, mais on a, vous savez, André Jean Vidal, moi, on a à apprendre des Corses. Hein. Polynésie aussi? On n'a pas de Polynésie encore, ils ont préféré aller chez GDR. C'est dommage. Oui. Mais c'est pas grave. Le même combat. D'accord. C'est le même combat de toute façon. La Corse. On se faire reconnaître. Bien sûr, ils sont pour l'autonomie. On a à apprendre beaucoup sur les Corses pour la continuité territoriale. J'ai eu à faire notamment une conférence avec Le Point, avec Gérald Darmanin et M. de Isaguirre de Corsair récemment. Figurez-vous qu'un Corse touche par tête d'habitant 236 € pour la continuité territoriale. Nous, ultramarins, on touche 16 €. C'est ça. Donc, c'est scandaleux. Donc, ils ont un savoir-faire. Comment ils ont fait? Ils ont créé, par exemple, un établissement public industriel et commercial pour pouvoir mettre les billets en concurrence. Nous devons faire ça aujourd'hui. On traîne sur cela et la région qui s'occupe... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre en place ce système? Alors, voilà. Ce que j'ai proposé comme solution, il y a plusieurs solutions à proposer. Aujourd'hui, la continuité territoriale en Outre-mer, si vous voulez aller en hexagone, vous touchez, si vous avez un quotient familial inférieur à 18 000 €, ça concerne 70% de la population. J'ai pu, avec d'autres, faire augmenter ce quotient. On est passé de 50% de la population à 70%. Vous touchez 350 € par billet. Sauf qu'un billet en classe économique aujourd'hui, c'est 1 000 €. Il n'y a pas assez, le compte n'y est pas. Et donc, premièrement, il faudrait augmenter la prise en charge par billet d'avion pour inciter les personnes à avoir la continuité territoriale, comme en Corse. 2, il faudrait transformer la DOM, l'Agence de mobilité pour les Outre-mer, qui est un établissement public administratif, en établissement public industriel et commercial. Pourquoi? Aujourd'hui, la DOM n'est pas en mesure d'aller négocier les prix de billets avec les compagnies aériennes. Donc, elle subit le coût des billets et elle n'a pas de marge de manœuvre suffisante. Donc, il faudrait pouvoir permettre à cette institution de devenir aujourd'hui un établissement industriel et commercial. Et enfin, il faudrait laisser la continuité territoriale, y compris inter-îles, dans les mains de la DOM, arrêter que la région, parce que la région fait à sa guise, elle enlève un peu pour Marie-Galante, elle rajoute un peu pour Terre de Bar, elle met pas, les bus des maires fonctionnent, c'est une expérimentation, bref, ça va pas. Donc, il faudrait que toute la continuité territoriale soit entre les mains de la DOM, quitte à ce qu'après, parce qu'il y a une responsabilité très claire de la région dans la continuité territoriale inter-îles pour que la région s'arrange avec l'État. Donc voilà un petit peu les zones qu'on pourrait avoir d'amélioration pour permettre aux Outre-mer d'être comme la Corse, parce qu'ils ont un savoir-faire très clairement. Alors, mais attends, juste une seconde. Quand c'est comme ça, vous parlez de la région qui, etc., qui a terre-moi, qui ne se décide pas. C'est pourquoi? Est-ce que c'est un manque de volonté? Est-ce que c'est un manque d'expertise? Est-ce que c'est des difficultés à s'entendre avec l'État? Qu'est-ce que c'est d'après vous? Parce que quand on entend le président Chalus, quand on voit les élus régionaux, il y a une détermination
détermination, une volonté, et puis parfois ça n'aboutit pas à grand-chose. Oui, quand on prend les personnes individuellement, elles sont toutes de bonne volonté. Elles sont sincères. Je suis sûr que Président Chalus est parfaitement sincère quand il tient ce genre de réunion. Oui, il fait de son mieux. Mais par exemple, j'ai écrit au président Chalus en lui disant, parce qu'il regrettait qu'on ne travaille pas, il ne travaille pas assez avec les parlementaires. Je lui dis, chiche. J'ai demandé à ce que les parlementaires puissent être invités à chaque CTAP, Conférence territoriale d'action publique. Je rappelle que c'est quoi ce machin-là, c'est un truc important, né de la loi Notary de 2014. C'est le département qui convoque, vous avez la région, c'est la région qui convoque avec le département, vous avez l'État et vous avez les intercommunalités. Mais parfois, ils doivent prendre des mesures qui ont des incidences législatives. Inviter les parlementaires, justement, ils voulaient qu'on travaille ensemble. Ben, dont acte, faisons ça. J'attends toujours mon invitation, notamment sur les transports, sur la continuité territoriale, sur la fiscalité propre, sur les énergies renouvelables. Et donc, D'autant plus que vous pouvez relayer au niveau national. Mais bien sûr, alors souvent, ils veulent passer même directement par les ministres. En Jadille aussi, les oreilles vont aux ministres, mais les parlementaires à autres et les autres, parce que ça vous rend plus fort. Mais non, ils se laissent couillonner par l'État, divisé pour mieux régner. Alors ils mentent tout seuls, ils discutent avec le ministre fait semblant de les écouter, le président. Et puis après, surtout quand ça s'appelle Vigier. Oh là là, Vigier, c'est une telle le plus mauvais que j'ai connu, j'en ai connu pas mal, hein, autant que vous. Clairement incroyable. J'ai eu un entretien avec lui suite à chez lui, enfin à son bureau, quand il avait dit qu'il fallait faire chauffer l'eau. Je peux vous dire que ça a chauffé, température. Ça ne m'étonne pas. Bon, mais en tout cas, qu'ils viennent avec leurs parlementaires discuter des problématiques européennes. Je rappelle, pour mettre à notre crédit, que nous sommes le seul département français, Guadeloupe, à avoir pu préparer le SIOM en collégialité malgré les oppositions. Ça ne s'est pas fait en Martinique, ça ne s'est pas fait à La Réunion, ça ne s'est pas fait à Mayotte, ça ne s'est pas fait en Guyane. Nous, Guadeloupéens, on sait se parler. Donc j'invite, je crois, à l'intelligence collective. Donc chacun est de bonne volonté individuelle, mais que tout ce beau peuple arrête de vouloir dire moi je suis allé voir le président, gna gna gna. Travaillons ensemble à l'intérieur de la Guadeloupe, on sera plus fort et on se fera moins diviser. Voilà ce que je crois. Vous voulez poser une question sur le SIOM, non? Non, sur le drapeau. Ah, sur le drapeau et sur l'hymne. Oui, n'oubliez pas l'hymne. De la Corse. N'oubliez pas l'hymne. Et l'hymne. Drapeau et l'hymne. Et l'hymne. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Vous savez, j'ai pu faire reconnaître les langues et cultures régionales quand j'étais président de la délégation Outre-mer. Nous avons 26 langues et cultures régionales en France, y compris en Outre-mer. Ça fait partie de nos acquis. Et figurez-vous que l'éducation nationale a expliqué, démonstration à l'appui pédagogique, que c'est la pédagogie, ça c'est le prof agrégé qui vous parle, la pédagogie inductive, partir de la réalité de l'élève ou de l'étudiant, pour ensuite décontextualiser et généraliser, ça permet de pouvoir gagner des choses. Donc, on peut partir du créole, on peut partir des langues régionales et on peut partir de ce qui nous anime. On a un drapeau, on n'a pas encore une hymne, on a un drapeau d'ailleurs qui est un drapeau de l'UPLG, je crois, qui semble être trop contesté. Bref, faisons cela, ça nous permettra d'avoir une forme de fierté supplémentaire, tout en disant que nous sommes français. Moi, je vais vous dire, je me sens guadeloupéen, même gantérien, je pourrais même dire abîmé, mais je me sens aussi guadeloupéen, je me sens américain, je suis sur le continent américain, je me sens européen puisque je suis français, je me sens dans le monde et je suis à l'aise avec ça, mais on n'a pas à renier nos souches et nos racines, y compris par une hymne ou un drapeau. André-Jean Vidal. Le SIOM. Oui. Le SIOM. Bon, selon moi, il y avait combien? 153 mesures. 153 mesures et c'est tombé à 72 pour l'ensemble des Outre-mer. Dont 7 pour la Guadeloupe. Donc 7 pour la Guadeloupe. Donc le compte n'y est pas. Ben non, c'est ça, hein, c'est un peu se moquer du monde, non? Eh ben, on aurait dit ça à Guévenou. Comme Guévenou pas là et pas au courant, donc on va dire, Madame Marie Guévenou, le compte n'y est pas. Nous, on a venu 153, tu nous as donné 7, pas ni assez. On va voir ce qu'elle nous raconte. Alors il nous reste très peu de temps, 2 questions avant de clôturer l'émission. 2 questions, une question sur la vie chère et une question sur l'octroi de mer. Et les deux sont liés. Dites-nous si le gouvernement vous semble avoir compris le problème qui est plus celui de l'import-distribution que celui d'une taxe vieille de 300 ans. Je crains que non. Quand j'entends Bruno Le Maire nous dire à l'issue du SIOM, la mère des fiscalités, c'est l'octroi de mer.
Ils se moquent de nous pour plusieurs raisons. Un, ça ne dépend pas de l'État. C'est la seule taxe d'autonomie des collectivités locales. J'étais président d'octroi de mer quand j'étais vice-président de région. C'est ça. Donc je sais bien comment cela fonctionne. Ça permet aux collectivités communales d'avoir 40% de ressources. Et aujourd'hui, ils veulent réformer le seul outil, je dirais, d'autonomie fiscale que nous avons. La réponse est non. Est-ce qu'on peut améliorer l'octroi de mer? La réponse est oui. On pourrait, comme le temps... Il faudrait garder l'octroi de mer. Le réformer, mais le garder. Oui, on peut le réformer de différentes façons. Il y a des surtaxes octroi de mer TVA. Si je passe par la Guadeloupe ou à la Saint-Martin, je paie l'octroi de mer à 2 endroits. Donc il y a cette... L'octroi de mer est payé au moment du dédouanement, alors que le fournisseur n'a encore vendu 0 montant. Il faudrait la TVA-tiser, c'est-à-dire dans le cas de la TVA, la faire payer par le fournisseur au moment de la vente. Donc on peut l'améliorer, mais on la garde, ça c'est clair. Et c'est vrai que la vie chère. C'est pas l'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est 7%. Mais la part de l'importateur et du distributeur, etc., c'est entre 17 et 25%. Nous sommes tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, Darmanin, ministre des Outre-mer, a dit il faut s'attaquer au monopole. Et il a redit en ma présence quand on était au point. C'est intéressant ça. Mais il n'a pas encore reçu les lobbies. Je ne sais pas si... Je pense que c'est un ministre de poids et qu'il va résister à ça. Mais enfin, il faut que ça se traduise par des effets aujourd'hui et je n'en vois pas encore le bout. Il ne faut pas oublier qu'il veut se présenter sans doute à la prochaine présidentielle et qu'il aura besoin de soutien financier. Oui, c'est vrai. Donc peut-être que les soutiens financiers... peut-être que les gros soutiens financiers ne sont pas en Outre-mer. Dernière question, André Jean, avant de clôturer cette émission. Chlordécone. Oui. Eh bien, j'ai découvert une association incroyable. Je veux tirer mon chapeau. L'association qui défend les travailleurs agricoles en Martinique. Elle a fait un gros travail, ça, les ouvriers agricoles. Et elle fait aussi des ramifications avec la Guadeloupe. On va l'aider. Bien évidemment, vous avez l'association Vive, vous avez tout un tas de personnes ici. Qui travaillent bien quand même. Oui, très clairement. Non. Mais eux, ils sont en avance sur nous sur une chose. Ils ont pu identifier 1500 personnes qui ont travaillé dans les champs de bananes et qui aujourd'hui présentent des maladies professionnelles. Donc très rapidement, on doit pouvoir indemniser mieux les victimes. Pour l'instant, c'est 300 €. Il y a 45 victimes qui ont touché 300 € par mois qui travaillent sur les champs de bananes. C'est largement insuffisant. 2, dépolluer les terres. 3, payer les conséquences de cela, c'est quoi? On doit avoir un institut du cancer à un niveau sérieux. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. On doit avoir un cyclotron, un TEP scan qui permet d'identifier facilement les cancers de la prostate et de l'utérus. Ça n'est pas le cas. Donc, chlordécone, il y a quand même, on doit mettre ça à son crédit. Le président de la République a dit c'est de la responsabilité de l'État. Mais maintenant, il faut traduire cela. Et je peux vous dire qu'avec cette association et d'autres que j'ai rencontrés, nous n'allons rien lâcher sur la prescription. Ça, c'est la France qui a dit prescription. Mais vous avez l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme et de justice européenne et internationale que eux, ils ont saisi pour pouvoir arrêter ce scandale. On ne peut pas se satisfaire qu'il y ait prescription dans ce drame où tout le monde savait depuis 1968. Voilà. Merci Olivier Servat d'être venu ici dans l'émission Face à la presse. André Jean, petite promotion. Petite promotion, une fois par mois, l'Hebdo Anti-Guyane sort en version papier. Voici cette caméra-là. Voilà. Donc on le retrouve dans les kiosques. Corruption et mode de vie. Je vous l'offre. Corruption et mode de vie. Comme me disait, mais on peut vous poser ce genre de questions, comme me disait un président de Chambre des comptes, la Guadeloupe est encore plus corrompue que le sud-est de la France. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire 2 choses. Je ne laisserai personne sans preuve stigmatiser nos territoires. D'accord? Je ne crois pas que les pratiques de corruption soient légion uniquement en Guadeloupe. Cependant, comme je suis à l'aise, je ne suis pas exécutif. Je ne suis pas de marché, donc je ne suis pas corruptible puisque je n'ai rien à donner en face. Mais ceux qui ont à donner doivent faire attention pour ne pas décrédibiliser l'image des politiques en général. On rappelle l'adresse du site internet également, puisque ce magazine est disponible. Pour celui-ci, c'est hebdoantillguyane.com, tout attaché. Et puis il y a Karim Info aussi, kariminfo.com, qui est un service de presse en ligne. Et donc c'est l'actualité le plus actif actuellement en Guadeloupe. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.